Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un crime affreux. Le 2 juin 2018, Kevin Chavat, un lycéen de 17 ans, s'effondre dans un bois de Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, après avoir reçu 34 coups de couteau. Mais alors, que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Angélique et Brigitte Chavat, mère et grand-mère de Kevin, celles de ses amis, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. T'es trop beau. Merci. Voici Kevin Chavat. Sur ces images, il était âgé de 17 ans. Il était vraiment très drôle. Moi, il m'a toujours fait rire. Il était toujours dans l'autodérision. Plusieurs fois, il faisait des pas de danse au cours des soirées, c'était assez drôle. Comme celle de tous les adolescents de cette génération hyper connectée, la vie de Kevin se retrouvait sur les réseaux sociaux. Sa passion du sport, ses soirées entre amis, mais aussi ce selfie pris quelques secondes avant sa mort. Kevin Chavat a reçu 34 coups de couteau. C'est un acharnement. Et chose insensée, cette violente agression est en fait un terrible assassinat. Kevin Chavat connaissait ses agresseurs. Des adolescents proches de lui, qui du haut de leurs 17 ans ont scellé un effroyable pacte. Et toutes les preuves de leurs crimes se trouvent cachées dans leur téléphone portable. On s'est tous fait manipuler. Il fallait pas que ces deux gamins se rencontrent. Il était jaloux de Kevin. Elle est machiavélique. On sent aussi une certaine attirance pour la mort. C'est inhumain de faire ça. Le destin de Kevin Chavat bascule le samedi 2 juin 2018 à Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Il est 15h30 lorsqu'Angélique, la mère de Kevin, apprend qu'une agression au couteau a eu lieu dans un parc près de chez elle. Mon instinct de maman a fait un tour de cerveau en 3 secondes. Angélique percute, entre guillemets, tout de suite parce qu'elle sait que son fils, Kevin, devait passer l'après-midi dans ce parc en compagnie d'une amie. Au même moment, Elisa Roussel, 17 ans, la meilleure amie de Kevin, remarque aux abords du parc un attroupement inhabituel. Je vois beaucoup de gendarmes. Je vois l'hélicoptère en dessus du parc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Elisa ne se doute pas une seule seconde que c'est Kevin qui a été agressé. De son côté, Angélique Chavat comprend que son instinct de maman ne l'a malheureusement pas trahi. Et ils essayent de m'expliquer ce qui s'est passé, mais j'entends rien, je vois rien, j'entends rien. Mais certains mots sont... on a essayé de le réanimer pendant 1h30. On n'a pu rien faire. On est désolé, Madame Chavat, votre fils est décédé. Je vais directement vers Angélique. Et là, je comprends que c'est fini, que je viens de perdre mon meilleur ami. Sur place, une autre adolescente est elle aussi totalement dévastée. Il s'agit d'Océane, c'est avec elle que Kevin avait rendez-vous cet après-midi-là. Présente au moment de l'agression, elle a tout vu et elle va le raconter aux gendarmes. Assis sur un banc, ils étaient en train de prendre un selfie. Un individu s'est approché de Kevin et elle. Océane va dire qu'une personne a tenté de lui dérober son sac. Elle s'est accrochée au sac, elle a retenu donc son agresseur, que pendant ce temps-là, Kevin est intervenu, et c'est à ce moment-là que la bagarre éclate.
La bagarre aurait entraîné ensuite des coups de couteau de la part de l'agresseur sur Kevin. Kevin aurait réussi à s'enfuir et se serait fait rattraper par l'individu qui lui aurait alors achevé de nombreux coups de couteau. Océane, qui a assisté à toute la scène cachée derrière une poubelle, dit avoir attendu que l'agresseur prenne la fuite pour porter secours à Kevin. Mais il était trop tard. Voici Chantal. Elle se promenait dans le parc cet après-midi-là. Elle est la première personne arrivée sur les lieux après l'agression. Elle m'a dit qu'il venait d'être attaqué. Je me suis dit, la pauvre, ce qu'elle vient de voir, les coups de couteau et tout. Elle était en crise, en pleurs. Prévenus du drame, les amis d'Océane se précipitent pour la réconforter. On voulait s'occuper d'elle, enfin moi pour ma part en tout cas, c'était un sentiment de protection que j'avais envers elle. Elle nous a dit c'est de ma faute, qu'elle culpabilisait parce qu'elle était avec lui à ce moment-là et qu'elle a rien pu faire. C'était horrible pour elle, que ça avait été traumatisant et que voilà, elle aurait préféré mourir à sa place. Mais qui en voulait à Kevin Chavat au point de lui donner la mort? Un jeune homme sans histoire, aîné d'une fratrie de 3 enfants, qui faisait l'unanimité autour de lui. Il a toujours été gentil. Hein. Il se levait le matin, il se lève le matin avec le sourire et il se couche le soir avec le sourire. Je ne l'ai jamais vu une seule fois bouder. Jamais, jamais, jamais. Il avait la banane jusque-là tout le temps. Quand il venait chez moi, il fallait monter des escaliers. Il sautait les escaliers, je le voyais, un soleil. Kevin, il était souriant, il rigolait tout le temps, vraiment, c'était un bon public. Il savait motiver autour de lui. Quand il avait envie de faire la fête, il était là, quoi. Il avait l'admiration de tous, en fait. De partout, on n'entend jamais une critique. Et lui non plus. Lui, il n'a jamais critiqué qui que ce soit. En fait, je ne l'ai jamais entendu critiquer qui que ce soit. Kevin est un jeune homme sans histoire qui est plutôt une belle personne, plutôt que quelqu'un impliqué dans un trafic de drogue ou quelqu'un impliqué dans une quelconque histoire. C'est pas du tout le cas de Kevin. Face au profil irréprochable de cet adolescent, les enquêteurs peinent à comprendre les raisons de son meurtre. Mais Océane, témoin du drame, ne va pas tarder à les sortir de cette impasse en leur livrant un élément déterminant pour la suite. À la gendarmerie de Mourmelon-le-Grand, Océane est à nouveau entendue. Par chance, malgré la violence de l'attaque, l'adolescente de 17 ans a réussi à observer, jusque dans les moindres détails, l'agresseur de son ami, Kevin. Océane est la seule témoin directe de l'agression. Elle est la seule qui peut décrire en fait l'agresseur, et donc ce qu'elle fait aux gendarmes. Et donc elle dresse un portrait robot quelques heures après l'agression. Elle va décrire un jeune homme très grand, 1m80, 1m90, baraqué, et elle va décrire une forte odeur de tabac. Elle dit qu'il s'agit d'un individu qui a la peau mate. Le gendarme qui dessine en fait selon ses instructions lui demande de noter le portrait robot qu'il vient d'effectuer pour la ressemblance par rapport à son agresseur. Et Océane, elle lui donne la note de 17 sur 20. 17 sur 20, donc on est quasiment à la perfection en termes de ressemblance. Dans la petite ville de Mourmelon, le dispositif mis en place pour retrouver l'homme sur le portrait robot est impressionnant. Et pour cause. Dans le plus grand secret, les enquêteurs redoutent bien pire qu'une simple agression au couteau. On n'est pas n'importe où, on est à Mourmelon, c'est une ville de garnison qui abrite une des plus grandes casernes de France. Il y a un nombre incroyable de militaires, et d'ailleurs Kevin est lui-même fils de militaire. Donc
effectivement, c'est une cible potentielle pour des terroristes. Il faut quand même savoir qu'on est en pleine période d'attentat et que finalement la description qui est faite oriente un petit peu les gendarmes peut-être, pourquoi pas, dans cette hypothèse d'un attentat. Pour retrouver cet individu dangereux, les enquêteurs peuvent compter sur le portrait robot établi par Océane. Mais pas seulement. Un indice précieux laissé par le meurtrier sur la scène de crime pourrait bien les aider. Les enquêteurs retrouvent des traces de sang dans le parc, à la sortie du parc. En réalité, l'agresseur aurait été blessé au cours de la rixe. Le sang de l'agresseur, il n'est pas fiché, mais ça indique qu'il est blessé. Kevin s'est défendu, ne s'est pas laissé faire. On sait qu'il a pu retourner l'arme à un moment donné contre son agresseur. Donc les gendarmes vont se rapprocher de tous les médecins, de tous les services d'urgence pour vérifier si quelqu'un ne s'est pas présenté en étant blessé par arme blanche. Et alors que le meurtrier est toujours recherché, c'est tout un village en deuil qui pleure Kevin, l'enfant martyr de Mourmelon. Tout Mourmelon est traumatisé. Cette histoire secoue tout le village et toute la petite ville et bien au-delà, puisqu'évidemment, un gamin de 17 ans, un enfant du village, poignardé à 34 reprises, ça n'arrive jamais. C'est un truc inimaginable pour une maman. En fait, je peux pas imaginer aller choisir un cercueil à son fils. C'est juste horrible. On était vraiment dans un autre monde. Hein. C'est vraiment bon. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. Que bon, bah voilà, c'est la mort entre guillemets et on n'avait jamais été confronté à ça. Des anonymes vêtus de blanc, fleurs à la main, venus se recueillir, déposer des fleurs devant le parc, là où a disparu, là où a été tué Kevin. Dans la petite ville de Garnison, habituée à la discrétion, les caméras se comptent ce jour-là par dizaines. Une médiatisation massive qui fait monter la pression d'un cran pour que les enquêteurs retrouvent le meurtrier de l'adolescent. Donc automatiquement, quand il y a 30 caméras de télévision à l'occasion d'un crime aussi terrible que celui-ci, ça met une pression folle. Et il faut trouver l'auteur. Alors que tout le monde pleure Kevin Chavat, personne n'imagine que son meurtrier se trouve en réalité tout proche. Le 4 mars 2018, 2 jours après le meurtre de Kevin, un témoin providentiel va faire émerger un premier suspect. Un père et son fils poussent la porte de la gendarmerie. Le fils, âgé de 17 ans, a des révélations à faire. Ce jeune homme de 17 ans explique qu'il a dans sa classe un jeune de son âge. Ce jeune homme se prénomme Adrien. Et le comportement d'Adrien est pour le moins bizarre. Il va indiquer que Adrien boitait et que ça lui semble un petit peu étonnant. Que les explications apportées à cette boiterie, d'ailleurs, ne lui paraissaient pas tout à fait cohérentes, en tout cas. Souvenez-vous, les enquêteurs sont persuadés que le meurtrier de Kevin Chavat s'est blessé dans la bagarre. Adrien, il avait raconté à ses camarades de classe qu'il s'était blessé sur une barrière en faisant du sport. Autre détail troublant. Selon le lycéen de 17 ans, Adrien serait comme obsédé par le meurtre de Kevin Chavat, à l'affût de la moindre information. C'est en tout cas ce qu'il dit aux gendarmes. Il suivait les flashs de BFM en quasi-permanence
Et il s'est même fait virer de sa classe parce qu'il était pendant les cours en train de regarder les infos du journal local. Plus inquiétant encore, le camarade qui témoigne devant les gendarmes affirme qu'Adrien connaît très bien Océane, la jeune fille présente au moment de l'agression. Et pour cause, il en serait même fou amoureux depuis des années. Adrien est très amoureux d'Océane, donc tout cela cumulé fait que beaucoup de jeunes commencent à se poser de nombreuses questions à ce moment-là. Alors, Adrien, jaloux, voyait-il en Kevin un potentiel rival? Serait-il passé à l'acte pour l'éliminer? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes décident donc d'interroger Adrien. Mais dans le petit quartier tranquille où il habite, ils ne vont pas passer inaperçus. Lorsque les gendarmes déboulent avec plusieurs véhicules pour procéder à l'interpellation d'Adrien, les voisins voient tout de suite qu'une opération de gendarmerie est en cours et ils vont sortir dégainer leur téléphone portable. Voici l'une des vidéos prises par un voisin d'Adrien. Le soir de l'interpellation de l'adolescent, elle a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Des images qui, sur le coup, ont fortement marqué Jennifer et Chloé, les amis de Kevin Chavat. Sur Facebook, j'ai vu les vidéos, on voit la voiture de police devant chez lui. Adrien, je le connaissais de nom et de vue aussi, comme beaucoup de monde à Mourmelon. J'étais un peu choquée parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui On le connaissait un peu de loin, mais il n'a jamais fait partie de notre groupe d'amis. J'ai rien compris, vraiment. Personne de notre groupe a compris. On s'est dit, mais c'est quoi ça? Placé en garde à vue, Adrien va avancer un alibi imparable. Un alibi fourni par son téléphone portable. Adrien nie toute responsabilité dans cette agression. Il dit qu'il s'est blessé en faisant son jogging. Et d'ailleurs, il peut le prouver parce qu'il a une application running sur son téléphone portable qui géolocalise le parcours de celui qui court. Et donc, il montre ça aux gendarmes et les gendarmes se disent « bon, on s'est trompé ». Effectivement, il n'a rien à voir avec ce crime. Il ne peut pas être à l'autre bout du parc en train de courir et en même temps en train de tuer Kevin. C'est un alibi parfait. D'ailleurs, Adrien ne ressemble pas au portrait robot établi par Océane. Quant au mobile de la jalousie amoureuse, il ne semble pas du tout tenir la route. Adrien va expliquer qu'il n'y a pas plus de sentiments que ça pour Océane. Sur Kevin, Adrien va dire qu'ils se connaissaient sans se connaître, ils n'étaient pas forcément amis, et au fond, Adrien n'avait aucune critique à faire sur Kevin. Adrien aurait-il été suspecté à tort? Tout le laisse penser. Mais c'est sans compter un appel inattendu à la gendarmerie qui va rebattre toutes les cartes. Vers 22h, le père d'Océane va contacter le gendarme en lui disant qu'Océane veut lui parler. Le gendarme va lui dire qu'il l'entendra le lendemain et elle va dire « je vais réfléchir toute la nuit ». Océane, le témoin central du crime, a de toute évidence des révélations à faire. Elle s'apprête à sceller le destin d'Adrien. Le lendemain matin, face aux enquêteurs, l'adolescente déclare que c'est bien Adrien qui a tué Kevin. Selon elle, le jeune homme serait fou amoureux d'elle, au point de la harceler. Et cela, tous ses amis peuvent en témoigner. On le savait tous, qu'il était accro à elle. En tout cas, de ce que Kevin m'avait raconté, oui, il l'a harcelé de messages, il voulait tout le temps lui parler, etc. Et qu'elle, elle voulait plus du tout lui parler ou quoi. Il harcelait d'appels et tout, puis même on a vu sur son téléphone, on voyait bien qu'il y avait plein d'appels, etc. venant de lui. Une attitude
pour le moins déroutante, mais qui n'étonne pas vraiment la petite bande d'adolescents. Pour eux, Adrien a toujours eu un comportement étrange, dans la vie comme sur les réseaux sociaux. On avait un groupe Messenger et du coup, il est venu dans notre groupe. Il nous envoyait des photos de cadavres ou des trucs sur les nazis ou plein de trucs comme ça, quoi. Il a un profil très particulier. Très particulier. Il adore la guerre. Il pouvait aimer la Seconde Guerre mondiale, mais pas nécessairement du côté des Alliés. Il avait une part très sombre. Donc on a trouvé ça un peu bizarre, quoi. Du coup, on l'a supprimé du groupe. Selon Elisa, la meilleure amie de la victime, cela ne fait plus aucun doute. Vexé d'être mis à l'écart du groupe, Adrien a décidé de se venger sur Kevin, d'autant qu'il le voyait comme un rival amoureux. En fait, Adrien, il était jaloux de Kevin parce que Kevin était proche d'Océane. Du coup, Adrien a commencé à menacer Kevin, à lui dire « faut que tu sois moins proche d'elle, si tu continues, je te tue, etc. » Kevin, il s'en moquait, il lui avait répondu « je m'en fous de ta vie, quoi, en fait, je fais ce que je veux. » Cette fois, les gendarmes tiennent leur suspect numéro 1 en la personne d'Adrien. La perquisition menée au domicile de l'adolescent va le confirmer. Les gendarmes retrouvent des vêtements ensanglantés, un legging de sport troué au niveau de la cuisse qui pourrait correspondre à une blessure pendant la bagarre, ce qui expliquerait donc la tache de sang qu'on retrouve sur la scène de crime. La perquisition au domicile d'Adrien ne laissera aucune place au doute. L'arme du crime sera découverte. C'est un couteau dont la lame fait 17 cm, qui porte des taches de sang, lequel sang sera analysé. Il s'avérera que c'est le sang de Kevin. Donc il n'y a pas beaucoup d'incertitude quant à son implication présumée dans le dossier à ce moment-là. On a un mobile, c'est la jalousie. On retrouve l'arme du crime. Je vais vous dire que c'est plié, quoi. Malgré tout, il reste un point à éclaircir. Une incohérence dans les déclarations d'Océane depuis le début de l'enquête. Puisqu'on sait qu'elle connaît Adrien, comment se fait-il qu'elle, elle ne l'ait pas dénoncé ou qu'elle ne l'ait pas reconnu? Océane explique qu'elle est tellement choquée par ce qu'elle voit qu'elle se dissocie mentalement, qu'elle est victime de dissociation mentale, alors où en fait on a l'impression de plus être là, quoi, d'être là sans être là. En tout cas, elle n'a plus conscience de ce qu'elle fait et qu'elle n'en a pas de souvenir a posteriori. C'est la raison pour laquelle elle n'aurait pas reconnu Adrien. Et comme elle s'est dissociée, elle n'a rien pu faire. À ce stade, aucune raison donc de douter de la parole d'Océane. Sauf qu'en réalité, l'adolescente de 17 ans, unanimement soutenue par ses proches, est en train de duper tout le monde. Le 5 juin 2018, 4 jours après le drame, c'est à présent Adrien qui a des choses à dire. Oui, c'est lui qui a tué Kevin Chavat. Mais selon l'adolescent, il est passé à l'acte uniquement pour venir en aide à Océane. À sa deuxième audition, il reconnaît être l'auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie à Kevin. Alors, il reconnaît les faits. Après, il va finir par expliquer que Océane lui a raconté qu'elle avait été agressée sexuellement par Kevin. Selon Adrien, le viol se serait donc déroulé 4 mois avant le meurtre, une nuit de février 2018. Il dit que cette nuit-là, Kevin a appelé Océane en lui demandant de passer chez lui et il lui aurait fait du chantage en lui disant que si elle n'acceptait pas de coucher avec lui, il allait lui faire une mauvaise publicité sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il l'aurait forcée à avoir une relation sexuelle.
Elle serait partie en pleine nuit de chez Kevin et a raconté cette scène à Adrien, qui lui a alors dit que c'était un viol. Adrien s'est pris pour son chevalier servant de manière déraisonnable. Alors, Océane est-elle également impliquée dans le meurtre de Kevin Chavat? Un témoignage le laisse supposer. Contre toute attente, c'est celui de Chantal, la passante, qui a porté assistance à Océane le jour du drame. Depuis, elle a vu passer le portrait robot de l'agresseur de Kevin. Et elle en est persuadée. L'adolescente lui a menti. J'ai dit au gendarme, il y a quelque chose qui ne va pas. Chantal se souvient que lorsqu'elle est venue aider Océane, elle a discuté avec Océane. Et Océane lui a dit que l'individu était masqué. Il était masqué. Comment voulez-vous qu'elle donne ses yeux, son nez, sa bouche? Comment voulez-vous qu'elle arrive à donner cette photo-là aux gendarmes et puis aux gens? Il y a quelque chose. Ou alors c'est moi qui est folle. Avec le témoignage de Chantal, tout semble désormais indiquer qu'Océane a cherché à manipuler les enquêteurs. Elle a donné un faux portrait robot, détaillé. Pourquoi elle essaye d'orienter les gendarmes sur une fausse piste? Elle cache quelque chose. En fait, Océane cacherait beaucoup de choses, à commencer par la nature de sa relation avec le meurtrier présumé de Kevin Chavat. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Chavat. Dans la seconde partie, vous allez voir que l'adolescent a été victime d'un terrible guet-apens. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Chavat, vous allez voir que l'adolescent a été victime d'un terrible guet-apens. Avec moi, vous entendrez les voix d'Angélique et Brigitte Chavat, mère et grand-mère de Kevin, celles de ses amis, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. En réalité, les deux adolescents sont amis. Et c'est leur téléphone portable qui va les trahir. Les gendarmes vont prendre connaissance des fadettes des téléphones et ils vont se rendre compte qu'il y a de très nombreux échanges entre Adrien et Océane. Ils ont échangé plus de 8700 SMS. C'est pas du tout la situation de quelqu'un qui est harcelé. Pour Océane, cette fois-ci la donne a changé et les investigations vont prendre une toute autre tournure. La vraie question dans ce dossier, c'est quel est le rôle exact d'Océane? Est-ce qu'elle est la cause du crime, mais sans y avoir ni participé, ni même incité? Ou bien est-ce qu'elle a servi, est-ce qu'elle a eu un rôle dans l'acte criminel? Est-ce qu'elle a été l'appât? Est-ce qu'elle a fait pire? En effet, dans cette incroyable affaire de meurtre entre adolescents, Océane, du haut de ses 17 ans, a su cacher son jeu à la perfection pour parvenir à ses fins. L'entourage de Kevin apprend stupéfait les terribles accusations proférées par Océane. De l'avis de tous, ce n'est là encore que pure invention. Elle va dire que mon fils l'a violée. Et sur le coup, une colère immense, parce que tout ce qu'elle dit, c'est faux et archi faux, quoi. C'est impossible, je savais tout de suite que c'était un mensonge, que c'était faux et que jamais ils ont été la forcer ou quoi. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, c'était toujours elle qui venait vers lui. En réalité, Kevin est complètement amoureux d'Océane. Et cela depuis plus de 3 ans. Il en tombe amoureux rapidement, il nous en parle... il me parle souvent de cette Océane, Océane ceci, Océane cela. Kevin m'a dit qu'il avait des sentiments pour elle, que c'était pas juste comme ça l'histoire d'une amourette et que lui était vraiment, qu'il avait vraiment des sentiments forts pour elle. Et même si ensemble, ils enchaînent les flirts,
Océane refuse que Kevin soit son petit ami officiel. Leur relation amoureuse est assez ambiguë puisqu'on sait que Océane ne souhaite pas être en couple. Mais en tout cas, elle ne supporte pas que Kevin lui échappe. Dès que Kevin se rapprochait d'une autre jeune fille, Océane arrivait tout aussitôt, reprenait contact pour que finalement Kevin retourne vers elle. Dans cette relation, Océane n'est pas très claire sur ses sentiments à l'égard de Kevin. Et pour cause, dans l'internat où est scolarisée l'adolescente, elle entretient une relation avec un autre garçon. Il s'agit de Thomas. J'étais son petit copain de l'internat, quoi. On se le disait souvent, je t'aime. On ne dit pas je t'aime à une personne qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas en couple. Elle était vraiment sincère avec moi. Vraiment, en tout cas, j'avais l'impression, moi. Océane avait parlé à Thomas de Kevin, mais en lui disant qu'il s'agissait simplement de son meilleur ami. Quant à Adrien, elle l'avait présenté comme un personnage dangereux dont elle avait peur. Elle disait que ce garçon l'a harcelée. Et par la suite, j'ai dit, mais si t'as vraiment des problèmes avec ce garçon, ben moi je peux t'aider, je peux intervenir, vu que c'était ma copine. Du coup, je l'ai aidé de ne plus l'approcher, de ne plus lui parler. Sauf que Thomas est loin du compte. Sa petite amie lui ment à lui aussi. L'enquête mettra à jour qu'au moment du drame, l'adolescente entretenait au moins 4 relations amoureuses secrètes, dont une avec Adrien. Les gendarmes découvrent dans l'ordinateur d'Adrien un fichier photo où il y a une 50aine de photos représentant Océane nue dans des positions plus ou moins équivoques. Une femme n'envoie pas une photo d'elle nue à un type avec lequel elle n'a pas une relation entre guillemets en bonne voie. Donc c'est qu'elle lui laissait imaginer qu'elle s'offrirait un jour à lui. En fait, c'est une volonté permanente, constante de plaire. Il faut absolument qu'elle soit au centre du monde. Hein, c'est elle qui écrit un petit peu comme ça le scénario du mode de fonctionnement avec ses petites amies. Et justement, en matière de scénario criminel, Océane semblait avoir depuis longtemps une idée très précise du sort qu'elle allait réserver à Kevin Chavat. Et pour atteindre son but, l'adolescente n'aurait pas hésité à manipuler Adrien. C'est via leur téléphone portable qu'Adrien et Océane vont mettre en place un véritable guet-apens. Les enquêteurs remettent la main sur l'historique des conversations au cours des semaines précédentes entre les deux mises en cause et découvrent d'innombrables messages. Souvenez-vous, Océane n'avait pas hésité à inventer de toutes pièces un viol de la part de Kevin pour rallier Adrien à sa cause. Et c'est justement par SMS que ce dernier propose à Océane plusieurs scénarios pour se venger. Donc l'un des scénarios était de se faire passer pour un gendarme et de faire peur à Kevin, en fait, en disant faut pas agresser, faut pas violer les jeunes filles. Scénario que Océane a complètement rejeté. Deuxième scénario, il propose donc de kidnapper Kevin, de lui faire des tortures morales. Océane refuse ce deuxième scénario. À chaque fois, Océane disait « mais non, ça marchera pas, c'est pas suffisant », et jusqu'à imaginer l'horrible, en fait. Un mois avant le meurtre, tout va s'accélérer. L'analyse de l'ordinateur d'Adrien ne laisse plus de place au doute quant au scénario retenu par Océane. Adrien va se renseigner sur Internet. Ses recherches sur Google, c'est meurtre parfait France, meurtre dont on ne retrouve pas l'agresseur. Et notamment, il avait tapé meurtre badass, qui veut dire meurtre impressionnant. Voir comment commettre un meurtre impressionnant, un peu gore finalement, dès le 9 mai 2018. Pour les gendarmes, cela suffit à établir la préméditation.
Mais ils vont trouver encore plus accablant. 5 jours avant le drame, Kevin avait échappé une première fois à la mort. Il s'avère que le 28 mai, donc c'est le lundi, avant le samedi où Kevin va décéder, il était prévu, semble-t-il, ce jour-là, par les deux mises en cause, de tuer Kevin. Le contenu des messages d'Adrien et Océane confirme que tout était prêt pour ce jour-là. Voici ces SMS. Ils sont glaçants. Tu es prêt pour tout à l'heure? Oh que oui, ma grande. Génial. C'est quand même macabre, j'en peux plus. On est des gens macabres. Ce scénario, ça a été que Adrien se rende au bus qu'empruntait Kevin et qui lui assène des coups de couteau. Et on voit ce jour-là de multiples échanges téléphoniques, notamment entre Océane et Kevin, où Océane va demander à Kevin à quelle heure il sort, etc. Tu quittes à quelle heure aujourd'hui? Je quitte à 15h et toi? Tu rentres direct à 15h. Mon bus est à 16h30, donc en attendant je vais traîner, oui, MDR. Ces messages sont la preuve irréfutable qu'Océane a activement participé à ce premier guet-apens. On a d'autres messages où Adrien, manifestement, est présent à 16h30, heure à laquelle Kevin devait prendre le bus. Ça ne s'est pas fait parce que Kevin n'est pas monté dans le bus dans lequel il aurait dû monter, dans lequel il monte habituellement. Donc le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, on est à une semaine du drame là. On s'est dit que cette semaine-là, Kevin avait une épée Damoclès toute la semaine au-dessus de lui, en fait. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Océane serait bien la pièce maîtresse de ce funeste puzzle. Sans elle, pas de crime. Et il se pourrait que sans le savoir, 2 de ses amis, Jennifer et Chloé, aient accéléré la fureur meurtrière de la jeune fille. Pour le comprendre, il faut remonter à l'été 2017, soit 1 an avant le drame. Jennifer s'en souvient. À cette époque, Kevin commence à se lasser des caprices d'Océane, toujours réticente à se mettre en couple avec lui. Il me disait qu'il se parlait plus avec Océane, qu'il s'était détaché d'elle et qu'il voulait en fait tourner la page. Du coup, il voulait un peu refaire sa vie, quoi. Il voulait se trouver une autre copine. Et du coup, on s'est rapproché à ce moment-là. Ce rapprochement avec Jennifer n'est pas du tout du goût d'Océane. Océane va tout faire pour le récupérer. Et là, elle va mettre, entre guillemets, elle va mettre le prix, parce qu'elle va offrir sa virginité à Kevin. Et non seulement elle lui offre sa virginité, mais en plus, elle s'arrange pour que Jennifer soit au courant. Et puis du coup, j'étais assez énervée parce que avec Kevin, on commençait à se rapprocher. Le flirt avec Jennifer s'arrête net et Kevin nourrit à nouveau l'espoir de se mettre officiellement en couple avec Océane. Seulement les mois défilent et rien ne change. Face à cette volonté de ne pas être en couple, Kevin s'était de nouveau rapproché de Jennifer en février-mars 2018 et manifestement, Océane ne l'a pas du tout supporté. À ce moment-là, on s'est dit que vraiment, on commençait à en avoir marre, quoi. Et même à Kevin, on a essayé de lui faire comprendre que qu'il fallait plus qu'il lui parle et tout. Je me rappelle, on a passé des soirées à lui expliquer que, vraiment, elle était toxique pour lui, qu'il fallait qu'il arrête, etc. Curieusement, février 2018, Kevin lui échappe. Kevin n'est plus sous son emprise. Et c'est à ce moment-là qu'elle va monter toute cette machine infernale pour l'éliminer purement et simplement. Un dernier événement va sceller le sort de Kevin Chavat. Nous sommes 1 mois avant le meurtre. À l'occasion d'une soirée, Océane se retrouve face à Kevin et ses amis. Et pour elle, les choses vont mal tourner.
Océane veut attirer l'attention sur elle, ou plutôt elle veut attirer l'attention de Kevin sur elle. Et elle va être provocante avec un garçon, puis un autre garçon. Et donc ça a fait beaucoup de mal à Kevin, forcément, parce que bon, bah voilà, c'était pas du tout discret, c'était un manque de respect aussi pour lui. Hein. Et il m'a dit, bah là, j'en peux plus. Chloé va décider d'agir, et cette fois-ci, régler ses comptes avec Océane. J'ai eu une discussion avec elle, et je lui ai dit, tu fais vraiment du mal à Kevin, là, nous, on en a marre, ça nous travaillait tous. Et elle m'a dit, oui, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, je te promets que je vais arrêter. Je me suis dit, bon, bah d'accord, super, elle avait l'air d'être sincère, hein, sincèrement. En réalité, c'est sans doute ce soir-là qu'Océane sent qu'elle a définitivement perdu la partie. Kevin s'est détourné d'elle, tout comme ses amis. L'adolescente décide donc de passer à l'acte au plus vite. Une fois qu'elle aura trouvé son bras armé, en la personne d'Adrien. Un mois après cette soirée, le duo diabolique décide de passer à l'acte. Mais souvenez-vous, la première tentative de meurtre sur Kevin échouera. Alors, au lendemain de ce fiasco, Océane va tout faire pour ne plus rater sa cible. C'est à coup de messages et d'échanges vidéo sur un réseau social très prisé des ados qu'elle va remotiver Adrien. Ils se mettent d'accord sur le fait de ne communiquer finalement sur ça que par Snapchat. Snapchat, c'est un réseau social qui permet de communiquer, d'échanger, avec cette particularité que le contenu des conversations ou des vidéos s'efface automatiquement. Malheureusement pour Océane, Adrien a sauvegardé ces échanges et les gendarmes ont mis la main dessus. On y voit les deux adolescents mettre froidement en place leur scénario criminel. Et il y a une scène un peu surréaliste où ils sont chacun dans leur lieu de vie. Elle est à l'internat sur son lit et lui est chez lui devant sa table de cuisine. On a deux adolescents qui sont en train de manger des céréales et qui parlent de ce qui va se passer. C'est assez étrange vu de l'extérieur parce qu'ils sont en train de préparer l'irréparable, mais ils échangent comme s'ils parlaient de la pluie et du beau temps. Ils se mettent d'accord sur l'endroit, c'est-à-dire le parc du Bois des Sœurs. Ils se mettent également d'accord sur le banc du parc du Bois des Sœurs, qui est un banc un peu plus isolé que les autres. Ensuite, on croit comprendre que la date du samedi est proposée par Océane. Et pour être certaine que le plan va fonctionner, l'adolescente a pensé à tout, jusque dans les moindres détails. Océane va dire à Adrien, il faudra que tu me frappes pour que cela soit crédible. T'es mineur, il ne t'arrivera rien, et sinon, si tu te fais attraper, tu n'auras qu'à plaider la démence. Son attitude fait froid dans le dos. Elle est redoutable. Le samedi 2 juin 2018, le plan est en marche et rien ne fera reculer Adrien et Océane. À 15h pile, la jeune fille rejoint Kevin au parc du Bois des Sœurs et le conduit sur un banc à l'abri des regards. Et elle fait semblant d'être heureuse de le retrouver, alors qu'elle sait qu'elle l'emmène à l'abattoir. Et ils font même un selfie. Ce selfie, le voici. Ce sont les derniers instants de Kevin Chavat en vie. Ce qui est glaçant, c'est qu'elle fait un sourire radieux sur ce selfie. C'est là où ça questionne, c'est qu'elle sait que Kevin va mourir. Et pour autant, elle est resplendissante sur ce selfie. Quelques secondes plus tard, Adrien passe comme convenu à l'action, armé de son couteau. Ce qui est effroyable, terriblement glaçant. La photo est prise par le téléphone à 15h01. Elle est postée sur Snapchat à 15h05, 4 secondes avant qu'elle ne prévienne les secours.
Cette photo permet donc de déterminer que le meurtre barbare de Kevin s'est déroulé en à peine 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, elle sera à 50 mètres. Elle a son téléphone dans les mains. Elle aurait pu appeler les secours, appeler la police, ne serait-ce que dire à Adrien « Arrête !» Non. Pourtant, malgré les faits, durant toute l'instruction, Océane continuera à nier toute implication dans le drame. Elle dira je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Elle n'a jamais voulu la mort de Kevin. C'est ce qu'elle répète sous différentes formes aux enquêteurs, aux juges d'instruction, à ceux qui peuvent l'entendre. Mis en examen pour l'assassinat de Kevin Chavat, les 2 adolescents sont alors placés en détention provisoire. Mais 1 an plus tard, en juin 2019, coup de théâtre. Une erreur de procédure permet à Océane de retrouver la liberté dans l'attente de son procès. Adrien, lui, choisit de rester en prison. Pour la famille de Kevin, c'est un coup de massue. C'était très traumatisant parce que de la savoir libre et moi mon fils au cimetière, c'était très très dur psychologiquement à pouvoir supporter ça. Elle qui est libre, à un moment dans votre tête vous êtes obligé de dire je vais la faire tuer, je vais aller la tuer, je pense qu'on passe tous par là, mais après je me dis mais non c'est pas, tu peux pas parler comme ça, non, tu peux pas faire ce qu'elle a fait en fait. Ce sont donc des parents échaudés par la justice qui attendent le procès à venir des meurtriers présumés de leur enfant. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Le 26 janvier 2021, s'ouvre à la cour d'assises de Reims le procès très attendu d'Océane et Adrien, que la presse surnomme les amants diaboliques. Deux ans et demi après le drame, les habitants de Mourmelon-le-Grand, toujours aussi marqués, ont fait le déplacement. Nous sommes en colère. Tout Mourmelon est en colère. Que justice soit faite. Et justement, Angélique Chavat, la mère de Kevin, attend de la justice qu'elle lève le voile sur les interrogations qui entourent toujours l'assassinat de son fils. Moi, je pars dans l'esprit où je veux des explications déjà, donc des réponses à mes questions, et je veux une sentence exemplaire. Particularité de ce procès, Océane et Adrien seront jugés à huis clos car ils étaient mineurs au moment des faits. Et c'est justement leur âge qui va être au cœur des débats. Il y a un enjeu important dans ce procès. L'excuse de minorité permet une peine beaucoup plus faible. Si on lève l'excuse de minorité, ils sont condamnés comme des criminels de droit commun. On veut que la minorité soit enlevée et on veut des réponses. Tous les yeux sont braqués sur le box des accusés. Ils sont âgés de 20 ans aujourd'hui. Adrien n'a pas changé de ligne de défense depuis ses aveux et assume ses responsabilités. Et alors qu'Océane, elle, a toujours démenti son implication dans ce drame, la jeune femme fait volte-face. Et là, Océane se lève et timidement, elle dit je reconnais avoir ma part de responsabilité dans l'assassinat de Kevin et reconnais avoir menti pendant 2 ans et demi. Et là, même ses avocats, j'ai eu l'impression qu'ils tombaient de haut. Dans la salle d'audience, c'est la stupéfaction. Mais ces aveux soudains sont-ils vraiment sincères ? Fait rare, l'expert psychologue appelé à la barre va alerter les jurés. Pour lui, Océane serait en train de jouer un rôle. J'ai revu Océane quelque temps avant le procès, et là, elle avait évolué. Elle disait plus « mais c'est pas moi, j'y suis pour rien ».
tout en mettant en avant l'excuse de minorité. Elle avait tout à fait intégré ça, hein, où on va diviser la peine, etc. J'ai considéré qu'on ne pouvait pas exclure totalement chez elle une forme d'opportunité. Parce qu'elle a une personnalité relativement manipulatrice. Poussée dans ses derniers retranchements, Océane va alors jouer la carte de l'amnésie. Une attitude que la mère de Kevin juge intolérable. Combien de fois l'avocate lui dit « mais vous auriez pu stopper à n'importe quel moment ?» Elle lui dit oui, elle dit « j'aurais pu dire stop avant qu'ils aillent au parc, la semaine d'avant ». Elle dit non. Elle a pourquoi ? Bah je sais pas. Donc Kevin est mort pour rien ? Bah oui. Angélique, en fait, elle a crié sa colère sur Océane en lui disant « mais tu t'es pris pour Dieu à ôter la vie des gens. Tu t'es pris pour qui à tuer notre fils ?» Pendant les 4 jours d'audience, les avocats de la défense n'auront de cesse de marteler que leurs clients, des adolescents plongés dans un univers virtuel, n'avaient pas pleinement conscience de leurs actes. Océane et Adrien avaient un goût pour ce qu'on appelle la science-fiction, le fantastique, les jeux de rôle. C'est aussi le dossier de l'inconséquence de décisions prises par des adolescents qui sont encore en formation psychique. Ils sont pas finis. C'est pour ça qu'ils sont mineurs et c'est pour ça qu'on a un droit particulier pour les mineurs. Le 29 janvier 2021, à l'issue d'un éprouvant délibéré, le verdict tombe. Et alors qu'Océane et Adrien risquaient la perpétuité, les 2 co-accusés ont finalement bénéficié de la clémence des jurés, car ils ont été condamnés en tant que mineurs. Les jurés reconnaissent Adrien et Océane coupables de l'assassinat de Kevin, donc meurtre avec préméditation. Et Océane est condamnée à 19 ans de réclusion criminelle et Adrien est condamné à 18 ans. Avec les remises de peine, les meurtriers de Kevin seront libérables vers l'âge de 30 ans. Leur vie pourra alors reprendre. Celle d'Angélique Chavat et de sa famille restera marquée, elle, à jamais, par le départ de Kevin. Je veux surtout faire passer le message aux jeunes, en fait. Parce que eux, quand ils ont tué Kevin, ils n'ont pas pensé aux conséquences sur ma vie, celle de Franck, celle de Jeanne, celle de Mathéo, celle de Brigitte. Ils n'ont pas pensé à tout ça. C'est pour ça que je voudrais vraiment dire aux jeunes de maintenant de réfléchir. Réfléchir, juste une seconde, réfléchir à ce qu'ils vont faire. Parce que ça a forcément des conséquences pour la suite. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Chavat. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. La pluie tombait sur le bitume comme un rideau épais ce soir de novembre 1993, à l'entrée d'un hôtel d'affaires de la banlieue parisienne. Et personne ne se doutait que derrière la façade impersonnelle de ce bâtiment allait se jouer l'un des mystères criminels les plus déroutants de la décennie. Un homme, costume sombre, attaché case à la main, fut aperçu traversant le hall, saluant brièvement le réceptionniste avant de disparaître dans l'ascenseur. C'était la dernière fois qu'il serait vu vivant. Le lendemain, son corps inanimé fut découvert dans une chambre verrouillée de l'intérieur, sans signe d'effraction, sans trace apparente de lutte, comme si la mort l'avait cueilli en silence. Mais très vite, le vernis de la simplicité craqua. L'homme n'était pas n'importe qui, c'était un entrepreneur influent, un visage familier des cercles économiques et politiques, un de ces hommes dont l'existence en surface lisse cache souvent des abîmes de secrets. Et la France entière allait découvrir que ce meurtre, qui semblait d'abord insoluble, ne trouverait sa clé qu'à travers une lettre jamais postée, oubliée dans une valise abandonnée des années plus tard. La scène initiale avait tout du huis clos impossible. Les enquêteurs, en pénétrant dans la chambre, furent frappés par l'absence de désordre.
Le lit était fait, les rideaux tirés, la table de nuit impeccablement rangée. Seule la silhouette raide, étendue sur le sol, brisait cette harmonie artificielle. Une injection létale, concluant les légistes. Mais aucune seringue, aucun flacon, aucune empreinte. Le crime semblait avoir été exécuté par une main invisible, comme si l'assassin avait effacé méthodiquement chaque trace de son passage. Et dans cette perfection glaciale résidait la première énigme. Pourquoi tuer avec une telle minutie et pourquoi laisser derrière soi un tableau si calculé? L'homme assassiné, Jacques Morel, incarnait une réussite brillante et controversée. À 48 ans, il dirigeait une société d'import-export florissante, brassant des millions à travers l'Europe et l'Asie. Mais derrière les communiqués triomphants et les cocktails mondains, les rumeurs parlaient d'affaires opaques, de contrats biaisés, de dettes dissimulées. Dans les journaux financiers, son nom brillait. Dans les couloirs sombres des banques et des ministères, il se murmurait avec méfiance. Était-ce l'argent qui l'avait condamné, ou bien les secrets trop lourds qu'il portait? Les policiers fouillèrent son entourage, questionnèrent sa famille, ses associés, ses maîtresses. Chacun décrivait un homme charismatique mais insaisissable, capable d'inspirer confiance et crainte à la fois. Ses proches parlaient d'un père absent, d'un époux infidèle, mais aussi d'un visionnaire infatigable. Les enquêteurs ne savaient plus où chercher, dans la jalousie intime, dans les rivalités professionnelles ou dans les zones d'ombre du crime organisé. Plus ils creusaient, plus le portrait se brouillait, comme si Jacques Morel avait été une mosaïque de vies parallèles, toutes susceptibles d'avoir généré un ennemi mortel. Les archives policières regorgent d'affaires semblables, où la victime semble avoir provoqué sa propre chute en accumulant trop de secrets. L'assassinat d'Enrico Mattei en Italie, les morts mystérieuses de Magna Russe dans les années 1990, tout cela composait un décor historique où les puissants payaient parfois le prix ultime de leurs ambitions. Morel semblait désormais rejoindre cette lignée d'hommes abattus, non pas seulement pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils savaient. Et pourtant, l'enquête piétinait. Les mois passèrent, les pistes se diluaient, les témoins se contredisaient. On parla d'un contrat mafieux, d'une vengeance privée, d'un chantage politique. Rien ne tenait. Rien ne s'imposait. Le dossier finit par rejoindre les étagères poussiéreuses des affaires non résolues, classées comme meurtre sans auteur identifié. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle attendait son moment, tapie dans l'ombre comme une vérité patiente refusant d'être enterrée. Le temps passa, et avec lui s'effaça la mémoire collective de ce crime resté sans auteur. Mais dans les bureaux gris de la police judiciaire, certains enquêteurs continuaient à ressasser l'affaire Morel comme une écharde qu'on ne parvient pas à arracher. Le nom revenait parfois lors de réunions comme un fantôme des années 1990, un rappel de l'impuissance de la justice face aux réseaux d'influence et aux silences imposés. Pour la famille, la douleur avait pris la forme d'un mutisme résigné. Sa veuve, Claire, éleva seule leurs 2 enfants, refusant de répondre aux journalistes, murés dans une dignité glaciale. Mais les regards de ces enfants, captés par des photographes à la sortie des obsèques, hantaient encore la presse. 2 silhouettes, trop jeunes pour comprendre que leur père venait d'être avalé par un gouffre de secrets. En 1984, une commission d'enquête tenta encore de raviver la piste d'un règlement de comptes économiques. On convoqua des experts en criminalité financière, on fouilla des comptes offshore, on interrogea des banquiers suisses. Mais les résultats furent maigres. Tout semblait avoir été effacé avec une précision chirurgicale, comme si quelqu'un, quelque part, avait tout intérêt à ce que l'affaire s'éteigne. Les rumeurs les plus folles circulaient. Morel aurait été approché par les services secrets. Il aurait voulu dénoncer un trafic. Ou au contraire, il aurait vendu des informations sensibles à des puissances étrangères. Les spéculations devenaient une seconde peau de ce dossier, le transformant en un labyrinthe de suppositions sans issue. Le climat de l'époque, au début des années 1990, n'était pas anodin. La chute du bloc soviétique avait ouvert des routes nouvelles pour les affaires, mais aussi pour les mafias et les trafics en tout genre. La France, carrefour stratégique, voyait transiter armes, argent et informations. Dans ce chaos, les hommes d'affaires comme Morel étaient à la fois acteurs et cibles. Sa société d'import-export, qui traitait avec l'Asie centrale et les Balkans, baignait dans des zones où les frontières entre le légal et l'illégal s'effaçaient. En arrière-plan, les guerres de Yougoslavie et les tensions au Caucase ajoutaient des ombres aux transactions. L'histoire de Morel s'inscrivait dans ce décor troublé, où la richesse et le danger étaient inséparables. Les policiers,
qui avait mené les premières investigations, évoquait encore, des années plus tard, une atmosphère lourde dans cette chambre d'hôtel. Il décrivait ce silence étrange, cette impression que la pièce avait été purgée de toute humanité. L'absence d'indice était en elle-même un indice, comme un tableau volontairement dépouillé pour effacer le peintre. Un ancien inspecteur parla même de œuvre d'art criminelle, une exécution trop parfaite pour être un simple coup de colère. Tout indiquait une opération préparée, pensée, financée, mais qui avait les moyens et le sang-froid pour orchestrer un meurtre aussi propre. Dans les cercles journalistiques, l'affaire fut parfois comparée au meurtre de Roberto Calvi, le banquier italien retrouvé pendu à Londres en 1982, affaire mêlant loge maçonnique, Vatican et mafia. Comme Calvi, Morel représentait l'intersection dangereuse entre finance, politique et crime organisé. Mais contrairement à Calvi, il n'y avait pas de cadavre spectaculaire suspendu sous un pont, seulement un corps étendu sur la moquette d'un hôtel anonyme. Et peut-être était-ce là le plus effrayant. La banalité du décor renforçait l'énigme, transformant un espace quotidien en scène d'effacement absolu. Les années défilèrent, la presse cessa d'en parler, sauf quelques brefs anniversaires rappelant une énigme irrésolue. Mais dans l'ombre, certains continuaient à chercher. Un juge d'instruction, notamment, conserva dans son bureau un carton étiqueté « Morel », qu'il ouvrait parfois comme on entr'ouvre une blessure. Pour lui, quelque chose ne collait pas. L'autopsie mentionnait une injection, mais aucun résidu chimique n'avait été clairement identifié, comme si la substance utilisée était soit trop rare, soit trop moderne pour les analyses de l'époque. Cette piste emmena quelques experts vers les laboratoires militaires sans suite officielle. Mais elle renforça l'idée d'une main invisible plus puissante que de simples concurrents économiques. Pendant ce temps, la vie suivait son cours pour les survivants de l'affaire. Les enfants de Morel grandissaient avec une absence impossible à combler. L'un d'eux devint avocat, se jurant de rouvrir un jour le dossier. La veuve, silencieuse, semblait porter un secret qu'elle refusait de partager. Elle conserva la maison familiale comme un mausolée, avec dans le bureau du défunt des étagères pleines de dossiers qu'elle ne laissa jamais perquisitionner. Était-ce une protection de sa mémoire ou une peur de ce qu'on y aurait trouvé? Puis vint l'année 2012, le fameux grenier de province, la valise oubliée. Mais avant cet événement, il faut comprendre la profondeur du vide qui avait enveloppé l'affaire. Pendant presque 20 ans, tout le monde avait appris à vivre avec cette zone d'ombre, comme une cicatrice collective. Et soudain, la découverte de cette lettre changea tout. Un simple papier, plié et jauni, surgissant du passé, allait fissurer 2 décennies de silence et rouvrir la blessure béante. Mais avant d'en mesurer la portée, il faut revenir sur le contexte qui permit à cette valise de réapparaître, presque comme une main du destin. Car rien n'est plus effrayant, dans les affaires criminelles, que ces vérités qui patientent tapis dans l'ombre des objets oubliés. Ce fut un banal inventaire de succession qui remit le nom de Jacques Morel au cœur de l'actualité, presque 2 décennies après sa mort. Dans une petite ville de province, un antiquaire mandaté pour vider la maison d'un vieil homme décédé tomba sur une valise en cuir, usée par le temps, reléguée dans un coin de grenier. L'objet ne payait pas de mine, mais son poids inhabituel éveilla la curiosité. À l'intérieur, entre des vêtements défraîchis et quelques papiers sans valeur, se trouvait une enveloppe jaunie, soigneusement pliée, adressée à une femme dont le nom ne disait rien aux héritiers. La lettre n'avait jamais été envoyée. En la dépliant, l'antiquaire sentit qu'il tenait entre ses mains un fragment d'histoire figé. Le texte, tapé à la machine mais signé de la main de Jacques Morel, parlait d'une menace imminente, d'ennemis invisibles et de secrets qu'ils ne pourraient plus taire. « Ils savent ce que j'ai fait », pouvait-on lire. « Si tu reçois cette lettre, c'est que je n'ai plus le temps. Pardonne-moi. » Ces mots simples résonnaient comme une confession voilée. Qui était « il » ? Quelle faute pesait sur lui au point de le pousser à rédiger une telle mise en garde ? La lettre transmise aux autorités déclencha un séisme. Le dossier Morel, classé depuis longtemps, fut brusquement rouvert. Ce n'était plus seulement un meurtre insoluble. C'était désormais une affaire de non-dit, une énigme où la victime avait elle-même laissé un message posthume. Les enquêteurs de 2012 approchèrent la lettre avec prudence. Ils la confièrent à des graphologues qui confirmèrent l'authenticité de la signature. Les analyses du papier et de l'encre situèrent la rédaction précisément dans l'automne 1993, quelques jours avant la mort.
Les spécialistes en criminalistique parlèrent d'une capsule temporelle, un témoignage suspendu dans le temps. La question restait entière. Pourquoi cette lettre se trouvait-elle dans une valise à des centaines de kilomètres de Paris et qui était la mystérieuse destinataire? Les recherches généalogiques finirent par révéler un nom. Anne Lefort, ancienne secrétaire de Morel, licenciée brutalement en 1992 après plusieurs années de loyaux services. Disparue des radars, elle avait quitté Paris dans des conditions troubles. Certains anciens collègues se souvenaient d'une femme discrète mais perspicace, toujours au courant des déplacements et des rendez-vous de son patron. D'autres évoquaient une tension croissante entre eux, des disputes derrière des portes closes. Était-elle une confidente trahie, une amante éconduite ou simplement un témoin trop gênant? La lettre semblait lui être adressée, mais rien n'indiquait qu'elle l'avait jamais lue. L'affaire prit une tournure nouvelle. Les médias, flairant le scandale, exhumèrent le fantôme de Morel et le présentèrent comme un homme poursuivi par ses propres démons. On publia les extraits de la lettre, suscitant un mélange de fascination et de terreur. L'opinion publique découvrait que l'homme d'affaires n'avait pas été seulement une victime, mais aussi un acteur conscient d'un engrenage qui le dépassait. Les fils de Jacques Morel, adultes désormais, exigèrent la vérité. L'un d'eux, devenu avocat, prit la parole dans une conférence de presse, la voix tremblante mais ferme. « Mon père savait qu'il allait mourir. Il a voulu nous laisser un signe. Nous irons jusqu'au bout. » Les enquêteurs reprirent alors un à un les dossiers financiers de la société Morel. Des anomalies jaillirent comme des éclats sous la lumière. Transferts suspects vers des paradis fiscaux, contrats fictifs, sociétés écrans basées à Chypre et aux îles Caïmans. En 1993, ces structures avaient échappé à la vigilance de la justice, mais en 2012, les outils d'investigation numérique permirent de mettre au jour ce qui ressemblait à un schéma de blanchiment d'argent à grande échelle. L'ombre de réseaux criminels internationaux planait désormais sur l'affaire. Si Morel avait tenté de négocier son silence contre une immunité, il avait payé de sa vie. Les témoignages d'anciens partenaires vinrent alimenter le feu. L'un parla de réunions nocturnes dans des hôtels discrets où Morel évoquait sa crainte d'être liquidé. Un autre révéla que l'homme d'affaires avait confié vouloir rédiger des documents de sécurité, des lettres à remettre à des proches en cas de disparition. La lettre retrouvée dans la valise apparaissait donc comme l'un de ses ultimes recours, une tentative désespérée de laisser une trace. Et cette trace, presque 20 ans après, bouleversait le paysage judiciaire. Le plus troublant fut le rôle d'Anne Lefort. Retrouver sa piste s'avéra difficile, mais les enquêteurs découvrirent qu'elle avait vécu en Belgique sous une autre identité, travaillant dans de petites entreprises anonymes. Interrogée, elle affirma n'avoir jamais reçu la lettre, mais admit avoir été témoin de transactions suspectes et de pressions venant d'hommes bien plus puissants que Jacques. Elle parla d'appels téléphoniques anonymes, de menaces voilées et d'une peur qui l'avait poussée à fuir Paris. Ces déclarations renforçaient l'idée que Morel, dans ces dernières semaines, s'était trouvé pris dans un étau où se mêlaient de crimes organisés et intérêts politiques. La lettre, simple feuille jaunie, devint alors une arme judiciaire. Elle n'était pas une preuve au sens strict, mais un déclencheur. Grâce à elle, les magistrats purent rouvrir des enquêtes financières, interroger d'anciens témoins, briser le mur du silence. Elle jouait le rôle de la petite fissure qui fait éclater un barrage. L'affaire Morel n'était plus un cold case figé. Elle redevenait une enquête brûlante, un gouffre où réapparaissaient les fantômes d'un passé trop longtemps occulté. Et dans cette résurgence, la société française fut confrontée à ses propres contradictions. Comment un meurtre aussi calculé avait-il pu rester impuni? Combien d'intérêts puissants avaient été protégés par ce silence de 20 ans? Et surtout, combien d'autres valises oubliées, combien d'autres lettres jamais envoyées dorment encore dans l'ombre, prêtes à réécrire l'histoire? À mesure que l'enquête rouverte avançait, une toile complexe d'intérêts croisés se dessinait. Les policiers spécialisés dans le crime organisé comprirent vite que le nom de Jacques Morel n'était qu'un fil accroché à une tapisserie immense, où se mêlaient sociétés écrans, trafic d'armes, blanchiment et figures troubles à la lisière de la politique. Les archives bancaires révélèrent que plusieurs virements suspects provenaient de comptes liés à des zones de guerre des Balkans au début des années 1990. Derrière l'import-export officiel de matériel agricole ou de pièces automobiles se cachait un trafic plus obscur,
où les cargaisons n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être. Les containers maritimes, enregistrés comme transportant des pièces métalliques, auraient en réalité véhiculé des armes légères, destinées à des factions armées en ex-Yougoslavie. Les enquêteurs découvrirent que Morel n'était pas seulement un rouage, mais qu'il avait tenté à un moment de se dégager de cette spirale. Il aurait envisagé de collaborer avec des magistrats, de livrer des documents internes compromettants en échange de son immunité. Mais avant même de franchir ce pas, il avait été réduit au silence. La lettre retrouvée dans la valise prenait alors tout son sens. Elle témoignait d'un homme conscient que le temps lui manquait, qu'il avait trahi des alliés trop puissants pour lui pardonner. L'hypothèse d'une exécution pour trahison devenait la plus probable. La piste Anne Lefort, l'ancienne secrétaire, s'épaississait. Interrogée à plusieurs reprises, elle laissa entendre que Morel l'avait chargée de conserver certains dossiers sensibles. Mais lorsqu'on lui demanda de produire ces documents, elle resta muette, les yeux baissés. Les enquêteurs soupçonnèrent qu'elle avait détruit les preuves par peur ou qu'elle les avait transmises à quelqu'un d'autre. Dans ces silences, dans ces regards fuyants, on lisait la terreur d'une femme qui avait vécu trop longtemps sous la menace. Elle finit par admettre qu'elle recevait encore, 20 ans plus tard, des appels anonymes dès que l'affaire refaisait surface. Comme si le réseau à l'origine du meurtre veillait toujours, prêt à se défendre. Les journalistes d'investigation flairèrent l'odeur du scandale. Des articles commencèrent à paraître dans les grands quotidiens, reliant l'affaire Morel à un vaste système de corruption impliquant des intermédiaires français et étrangers. On évoqua des connexions avec la mafia albanaise, avec des trafiquants d'armes croates, et même avec des figures politiques locales. Plus le récit s'étalait, plus la mort de Morel apparaissait comme une pièce dans un échiquier dépassant largement sa seule personne. Les médias parlaient d'une « affaire d'État fantôme », d'un secret enfoui au cœur de la République. La population, fascinée, redécouvrait ce crime oublié comme un symbole des compromissions des années 1990. Pour les magistrats, il fallait avancer prudemment. Les noms qui apparaissaient dans les archives étaient trop sensibles pour être lancés sans preuves solides. Pourtant, des coïncidences frappantes émergeaient. Le même jour où Morel devait rencontrer un banquier suisse afin de préparer une dénonciation, il avait mystérieusement changé d'agenda et s'était retrouvé dans l'hôtel où il serait tué. Qui avait orchestré ce déplacement? Qui avait contrôlé son emploi du temps? Les enquêteurs soupçonnèrent une manipulation de dernière minute, une embuscade soigneusement préparée. On interrogea le personnel de l'hôtel, mais 20 ans après, les souvenirs étaient flous, les registres incomplets. Seules quelques anomalies persistaient, une chambre voisine réservée sous un faux nom, des allées et venues nocturnes signalées par un veilleur de nuit. Rien de suffisant pour condamner, mais assez pour dessiner l'ombre d'un commando professionnel. La réouverture du dossier fit ressurgir des témoins oubliés. Un ancien chauffeur de Morel, désormais à la retraite, accepta de parler. Il raconta qu'à l'époque, son patron était obsédé par l'idée qu'ils allaient l'effacer. Il décrivit des soirées où Morel vidait des bouteilles de whisky, fixant un tiroir fermé à clé où reposaient des documents qu'il ne montrait à personne. Le chauffeur affirma que quelques jours avant sa mort, Morel lui avait confié une phrase glaçante. « Si je tombe, ce ne sera pas par hasard. » Ces paroles, replacées dans le contexte de la lettre retrouvée, sonnaient comme une prophétie accomplie. Les enquêteurs modernes utilisèrent des technologies absentes en 1993. Ils scannèrent la lettre, traquèrent des empreintes invisibles, analysèrent les plis du papier. À la surprise générale, une empreinte partielle fut retrouvée sur le revers de l'enveloppe, appartenant à un homme fiché pour ses liens avec une société de sécurité privée impliquée dans le trafic d'armes. Cette société, active dans les années 1990, avait servi de façade à plusieurs opérations clandestines. L'empreinte constituait la première preuve matérielle reliant l'assassinat à un réseau criminel précis. Même si l'homme en question était mort depuis, l'indice ouvrait une piste judiciaire. La vérité se dessinait par fragments. Jacques Morel n'avait pas été simplement assassiné pour de l'argent ou une vengeance personnelle. Il avait été éliminé parce qu'il détenait des informations explosives, capables de faire tomber un réseau entier. La lettre, oubliée dans une valise, avait permis de raviver la mèche. Chaque découverte renforçait l'idée d'un complot transnational, orchestré avec une froideur implacable. Et dans ce puzzle qui prenait forme, la figure de Morel changeait. D'homme d'affaires trouble, il devenait un témoin sacrifié, une pièce sacrée que l'on avait rayée de l'échiquier pour protéger de plus grands intérêts.
L'opinion publique suivait l'affaire avec un mélange de fascination et de peur. Les journaux parlaient de « résurrection judiciaire », de « fantôme qui parle à travers une lettre ». Mais derrière l'émotion, une question lancinante se posait. Si un tel meurtre avait pu être étouffé si longtemps, combien d'autres vérités dormaient encore sous la poussière des archives, et qui, dans les coulisses du pouvoir, avaient intérêt à ce que certaines histoires ne soient jamais racontées? Au fur et à mesure que le dossier renaissait de ses cendres, les magistrats commencèrent à relier les indices disparates en une trame plus nette. Les archives financières reconstituées mettaient en lumière une série de sociétés-écrans créées à la hâte entre 1991 et 1993, toutes domiciliées dans des paradis fiscaux exotiques, toutes reliées indirectement à la société de Morel. Derrière ces structures, on retrouvait les mêmes signataires, des prête-noms, des hommes de paille aux identités interchangeables. Mais sous cette surface apparaissaient aussi des connexions réelles avec des figures bien connues des services de renseignement. Le nom d'un ancien officier de l'armée, reconverti dans le secteur privé, revenait avec insistance. Il dirigeait une société de sécurité basée à Marseille, soupçonnée d'avoir fourni des mercenaires au conflit balkanique. Et l'empreinte digitale retrouvée sur l'enveloppe de la lettre appartenait précisément à l'un de ses proches collaborateurs, décédé mystérieusement en 2001 dans un accident de voiture jamais élucidé. Les juges comprirent qu'il touchait à un réseau d'une ampleur bien plus vaste qu'une simple rivalité d'affaires. Les auditions d'anciens témoins révélèrent que Morel avait été approché pour servir de couverture à des transferts illégaux. Ces circuits commerciaux légitimes permettaient de masquer des cargaisons douteuses, et son carnet d'adresses ouvrait des portes dans des ports stratégiques. Mais au moment où il commença à douter, où il envisagea de dénoncer ses partenaires, son sort fut scellé. Le meurtre de 1993 prenait alors la forme d'une sanction exemplaire, une manière de rappeler à tous les intermédiaires que trahir un système pareil se payait au prix le plus fort. L'opinion publique, tenue en haleine par les révélations successives, voyait surgir un décor digne des plus sombres romans d'espionnage. Des hommes d'affaires transformés en agents doubles, des sociétés de sécurité privée jouant le rôle de bras armés, des flux financiers se croisant entre Zurich, Belgrade et Chypre. L'affaire Morel devenait une vitrine des années 1990, une décennie de transition où le chaos post-guerre froide ouvrait des opportunités inespérées pour les réseaux criminels. Dans ce paysage, Morel n'était ni un saint ni un monstre, mais un homme pris dans une mécanique qui le dépassait, oscillant entre profit et peur, entre ambition et conscience. Les enquêteurs mirent la main sur un document capital, une note interne rédigée par un service de douane en 1992, signalant une cargaison suspecte liée à la société de Morel. À l'époque, le dossier avait été classé sans suite, faute de preuves. Mais relu à la lumière des nouvelles révélations, il confirmait que Morel avait servi de relais à un trafic international. Était-il complice volontaire ou simple marionnette? La frontière restait floue. Ce qui était certain, c'est qu'au moment de sa mort, il avait accumulé assez de preuves pour faire exploser le système. Sa lettre inachevée en était la trace ultime. La figure d'Anne Lefort reprit une place centrale. De nouveaux éléments montrèrent qu'elle avait conservé des photocopies de documents sensibles, qu'elle remit finalement aux enquêteurs sous protection. Ces pages jaunies contenaient des contrats signés de la main de Morel, mais aussi des noms codés, des initiales, des mentions de transferts bancaires. L'un des sigles revenait sans cesse, Aegis, une société de sécurité qui, sous couvert de missions de protection, organisait en réalité des transferts illégaux. Dans ces papiers, Morel apparaissait comme le pivot financier d'opérations clandestines. Lefort expliqua, les larmes aux yeux, qu'il lui avait confié ses copies en lui disant « Si je tombe, ne les laisse pas disparaître ». Elle les avait gardées 20 ans, terrorisée, jusqu'à ce que la réapparition de la lettre lui donne le courage de parler. Le procès-verbal des auditions révéla des détails glaçants. Un ancien collaborateur de Morel décrivit une réunion secrète où ce dernier, blême, avait prononcé ces mots. « Ils veulent que je me taise, mais je ne peux plus. » Quelques jours plus tard, il était retrouvé mort. La mécanique se dessinait. Morel, tenté par l'idée de négocier avec la justice, avait été piégé. Le choix de l'hôtel, la chambre verrouillée, l'absence d'indices, tout cela ressemblait à une mise en scène destinée à frapper l'imagination, à imposer la peur. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un message adressé à quiconque songerait à briser l'omerta. Les magistrats se heurtèrent à des murs.
Plusieurs témoins moururent avant de pouvoir être entendus, d'autres se rétractèrent brusquement, évoquant des menaces. Mais malgré les obstacles, un faisceau d'indices permit d'identifier un noyau dur. 3 hommes, anciens militaires reconvertis dans le privé, liés à la société Aegis. L'un d'eux avait séjourné à l'hôtel la nuit du crime, enregistré sous un faux nom. Un autre était présent à Paris lors des faits, alors qu'il prétendait être à l'étranger. Le 3e, disparu depuis, figurait déjà dans des dossiers de trafic d'armes. Les preuves étaient encore fragiles, mais l'étau se resserrait. Dans les couloirs du palais de justice, on parlait désormais d'un procès fantôme. La difficulté n'était pas d'identifier les coupables, mais de prouver leur responsabilité dans un système où tout était conçu pour disparaître. Pourtant, la lettre de Morel, les documents de Lefort, les empreintes retrouvées constituaient un faisceau trop cohérent pour être ignoré. Le meurtre de 1993, longtemps perçu comme une énigme figée, s'éclairait peu à peu sous les néons impitoyables de la vérité judiciaire. Et à mesure que la lumière jaillissait, une tension nouvelle surgissait. L'affaire n'était plus seulement celle d'un homme assassiné, mais celle d'un pays confronté à ses propres compromissions. Chaque page exhumée révélait la porosité entre le monde des affaires, le crime organisé et certains cercles de pouvoir. La justice avançait, mais l'ombre résistait, prête à engloutir de nouveau les preuves si l'on faiblissait. L'histoire de Morel devenait un champ de bataille symbolique, où se jouait bien plus que la mémoire d'un mort. Se jouait la capacité d'une société à affronter ses fantômes. Le dossier Morel, désormais ravivé par des preuves tangibles et des témoignages tardifs, entra dans une phase critique. Les juges d'instruction savaient qu'ils s'approchaient d'un point de rupture. Soit l'affaire basculerait enfin vers un procès, soit elle s'éteindrait une nouvelle fois sous le poids des pressions et des silences. Les 3 anciens militaires identifiés comme acteurs centraux du dispositif criminel devinrent des cibles prioritaires. L'un, installé en Espagne sous une fausse identité, fut arrêté à la faveur d'une coopération européenne. Le second, vivant reclus dans le sud de la France, fut mis en examen après une perquisition qui révéla des armes et de faux passeports. Le 3e restait introuvable, comme s'il s'était évaporé depuis plus de 10 ans. Mais déjà, 2 maillons d'une chaîne invisible venaient d'être arrachés à l'ombre. La presse s'empara de ces arrestations avec un appétit féroce. Les unes des journaux titraient sur « La mafia des années 1990 », sur « Le fantôme de Morel qui revient hanter les puissants ». Les chroniqueurs judiciaires rappelaient les heures sombres des réseaux parallèles, ces zones grises où militaires, trafiquants et hommes politiques se mêlaient dans un ballet de compromission. La figure de Morel se transformait dans l'imaginaire collectif. D'homme d'affaires controversé, il devenait une sorte de martyr involontaire, sacrifié pour avoir tenté de rompre un pacte criminel. Ses fils, présents à chaque audience, parlaient d'une justice tardive mais nécessaire, et leur détermination renforçait l'impact médiatique. Au cours des interrogatoires, les accusés adoptèrent des attitudes contrastées. L'un nia farouchement toute implication, se présentant comme un simple consultant en sécurité. L'autre, au contraire, laissa filtrer des aveux à demi-mot, reconnaissant avoir participé à des missions délicates dans les Balkans, tout en refusant de nommer ses commanditaires. Leurs propos confirmaient ce que les enquêteurs redoutaient. Le meurtre de Morel n'était pas une initiative isolée, mais bien l'exécution d'un ordre venu d'au-dessus. Resterait à savoir qui, dans l'ombre, avait donné ce feu vert mortel. La lettre, encore une fois, servait de fil conducteur. Lue à haute voix lors d'une audience préliminaire, elle glaça l'assemblée. On y entendait la voix d'un mort, un homme traqué, lucide sur sa fin imminente. Cette pièce, fragile en apparence, devint le symbole du procès à venir. Elle rappelait que malgré la disparition des preuves matérielles, malgré les années écoulées, un mot écrit pouvait fissurer les murailles du silence. Les juges insistèrent sur son importance. Elle démontrait que Morel savait ce qu'il risquait et qu'il craignait des hommes précis, organisés, décidés à l'éliminer. Les mois précédents, le procès furent marqués par des tensions croissantes. Plusieurs témoins protégés firent état de menaces, de filatures suspectes. Un magistrat reçut même une enveloppe contenant une balle, signe d'intimidation claire. Mais cette fois, le climat n'était plus celui des années 1990. L'opinion publique, alertée, exigeait de la transparence. Les réseaux sociaux amplifiaient chaque information, transformant l'affaire en un débat national sur la corruption et l'impunité. Les juges, conscients d'être observés, décidèrent de maintenir le cap.
L'instruction allait se poursuivre coûte que coûte. Dans ce tumulte, des révélations historiques firent surface. Des archives déclassifiées montrèrent que dès 1991, certains services de renseignement européens avaient identifié Jacques Morel comme un point d'entrée potentiel pour infiltrer des circuits de contrebande. Autrement dit, il avait été utilisé comme intermédiaire, parfois à son insu, parfois avec son accord tacite. Ces documents confirmaient qu'il n'avait pas été un simple acteur économique, mais un pion dans une partie beaucoup plus vaste. Le comprendre ne l'innocentait pas de tout, mais expliquait la violence de sa fin. En tentant de changer de camp, il avait bouleversé l'équilibre fragile entre secrets d'État et intérêts mafieux. Le procès, très attendu, débuta dans une atmosphère électrique. La salle d'audience était comble, saturée de journalistes, d'avocats et de curieux. Derrière les bancs, la famille Morel observait en silence, comme figée par 20 ans d'attente. Les accusés, escortés par des gendarmes, gardèrent le visage fermé. Les premiers témoignages furent accablants. Anciens partenaires commerciaux, experts en finance, ex-agents de douane, tous décrivaient un système huilé, où la société de Morel servait de façade. Et tous confirmaient que sa disparition avait coïncidé avec ses velléités de trahison. Chaque mot renforçait l'idée que son meurtre avait été une opération de neutralisation planifiée. Mais au-delà des faits, ce fut l'ambiance qui marqua les esprits. Chaque audience ressemblait à une plongée dans un passé qu'on croyait enterré. On évoquait les nuits froides de Belgrade, les ports bruyants d'Anvers, les valises de billets circulant entre Zurich et Paris. Les avocats parlaient de théâtre de guerre économique, où Morel avait été un figurant devenu trop bavard. Les juges, implacables, guidèrent le récit comme on déroule une pelote empoisonnée. Et le public, suspendu aux mots, découvrait que derrière l'élégance d'un hôtel parisien en 1993 se cachait une guerre invisible, une guerre sans uniforme ni drapeau. Lorsque vint le moment d'évoquer la scène du crime, le silence fut total. Les experts reconstituèrent les faits. L'injection, la chambre verrouillée, l'absence d'indices. Ils expliquèrent comment une équipe entraînée pouvait pénétrer, tuer, nettoyer et ressortir sans laisser de traces. Le mot « exécution » fut prononcé. Pas un assassinat de passion, pas une querelle d'affaires, mais une exécution professionnelle, commandée, exécutée, effacée. Le frisson parcourut la salle. Tout concordait. Morel avait été condamné parce qu'il en savait trop et parce qu'il s'apprêtait à parler. Et ainsi, plus de 20 ans après le drame, l'histoire reprenait chair. Les fantômes de 1993 envahissaient le présent, rappelant à la société qu'aucun secret n'est éternel. La lettre oubliée dans une valise avait ouvert une brèche, et désormais, plus rien ne pourrait refermer ce gouffre de vérité. Les premiers jours du procès avaient révélé la mécanique du crime, mais il manquait encore le visage du commanditaire. Les juges savaient que condamner les exécutants ne suffirait pas. Il fallait comprendre qui, dans l'ombre, avait ordonné la disparition de Jacques Morel. Les interrogatoires reprirent, plus pressants. Sous la pression, l'un des anciens militaires laissa échapper une phrase lourde de sens. « Nous n'agissions pas seuls. » Une brèche venait de s'ouvrir. Les magistrats exigèrent des précisions, mais l'homme se mura aussitôt dans le silence, comme s'il avait dit plus qu'il n'aurait dû. Cette demi-confession suffisait à relancer l'enquête sur les ramifications supérieures du réseau. Les révélations ne tardèrent pas. Une série de documents exhumés d'archives diplomatiques montra qu'au début des années 1990, des contrats suspects avaient transité par le ministère de l'Économie, validés par des signatures officielles. Ces contrats, liés à des importations fictives, avaient permis de blanchir des millions. Le nom de Morel apparaissait en marge, comme celui d'un facilitateur. Mais surtout, un haut fonctionnaire de l'époque, toujours vivant, était mentionné comme garant du système. Son identité, longtemps protégée, surgissait désormais dans le champ judiciaire. Le scandale prenait une ampleur nationale. L'affaire n'était plus celle d'un homme d'affaires, mais celle d'une compromission d'État. Dans la salle d'audience, la tension atteignit un sommet. Les avocats de la défense tentaient d'étouffer l'incendie, dénonçant des fantasmes complotistes. Mais chaque nouvel élément confirmait la thèse d'un meurtre ordonné pour protéger des intérêts politiques et financiers. Les journalistes, fébriles, évoquaient un Watergate français, une plaie béante au cœur de la République. Les fils de Morel, présents à chaque séance, observaient ce spectacle avec une douleur mêlée d'orgueil. Ils n'avaient jamais cessé de répéter que leur père avait été tué parce qu'ils savaient trop. Aujourd'hui, cette intuition devenait une vérité judiciaire. Un témoin clé fit alors son apparition. Un ancien banquier suisse, aujourd'hui retraité,
accepta de témoigner sous protection. Il déclara que Morel l'avait contacté quelques jours avant sa mort pour ouvrir un compte spécial destiné à conserver des documents compromettants. Le banquier affirma que Morel craignait pour sa vie et voulait laisser une trace que personne ne pourrait effacer. Mais le compte ne fut jamais activé. À la place, le banquier reçut un appel anonyme lui conseillant d'oublier toute l'affaire. En entendant cela, la salle comprit que Morel avait tenté une ultime manœuvre de survie, vite étouffée par ceux qui surveillaient chacun de ses pas. Les juges implacables reconstituèrent le scénario. Morel, conscient d'être pris dans une nasse, avait préparé des preuves, cherché des alliés, laissé une lettre. Mais ses adversaires avaient agi les premiers. La chambre d'hôtel verrouillée devenait l'image parfaite de son destin, un espace clos, sans issue, où la mort était la seule échappatoire. Les magistrats insistèrent. Il ne s'agissait pas d'un accident, ni même d'un simple assassinat, mais d'une opération planifiée, approuvée à haut niveau. Le mot « crime d'État » fut prononcé, résonnant comme un coup de tonnerre. La défense tenta de contre-attaquer en soulignant les zones d'ombre. Morel avait profité lui aussi de ce système. Il n'était pas un innocent. Mais cette stratégie se retourna contre eux. Oui, Morel avait participé, mais son crime n'avait pas été celui d'un voleur ou d'un fraudeur. Son crime avait été de vouloir parler. Et pour ce crime-là, il avait été condamné à mort par ceux qui avaient tout à perdre. Le public médusé assistait à une révélation progressive, comme un rideau qui se déchire lentement. Chaque audience ajoutait un fragment d'horreur. On découvrait que les années 1990 avaient été le théâtre d'un bal masqué où l'État et le crime organisé s'étaient frôlés dangereusement, et que Jacques Morel, en tentant de quitter la danse, avait été broyé. La lettre, encore et toujours, restait au centre. Elle fut lue de nouveau, cette fois en conclusion d'une plaidoirie. « Ils savent ce que j'ai fait. Si tu reçois cette lettre, c'est que je n'ai plus le temps. » Ces mots résonnaient comme une prophétie accomplie. Ils faisaient trembler les murs de la salle d'audience, rappelant à chacun que ce crime n'était pas qu'un fait divers, mais un miroir tendu à une société entière. Les spectateurs, les journalistes, les magistrats eux-mêmes se sentaient pris dans ce vertige. Et si chaque silence, chaque oubli, chaque valise abandonnée cachait une vérité semblable? Le procès touchait à sa fin, mais la tension ne retombait pas. Au contraire, elle s'intensifiait, car la question n'était plus seulement « qui a tué Jacques Morel ?», mais jusqu'où s'étendait la chaîne des responsabilités. Les accusés étaient là, dans le box, mais derrière eux se dessinaient des silhouettes plus grandes, plus invisibles, que la justice n'atteindrait peut-être jamais. La vérité apparaissait nue mais incomplète, comme si le procès ne pouvait offrir qu'une partie de la lumière, laissant le reste dans l'ombre. Et dans ce clair-obscur, une idée glaçante s'imposait. Le meurtre de Morel n'était pas seulement une tragédie du passé, c'était un avertissement pour le présent. Une démonstration que la vérité, même lorsqu'elle surgit 20 ans plus tard d'une valise oubliée, peut encore ébranler les fondations d'un système. Le dernier acte du procès s'ouvrit dans une atmosphère presque irréelle. La salle était silencieuse, saturée d'une attente électrique. 20 ans de silence, de peur et d'impunité convergeaient vers ce moment où la vérité allait, au moins en partie, se cristalliser. Les accusés, figés derrière la vitre blindée, semblaient plus vieux, plus fragiles, mais leur mutisme restait celui d'hommes qui savent qu'ils ne sont que les maillons visibles d'une chaîne infiniment plus vaste. Les juges, d'une voix ferme, rappelèrent les charges. Complicité d'assassinat, participation à une entreprise criminelle, dissimulation de preuves. Chaque mot tombait comme un coup de marteau, rappelant que la justice, si tardive soit-elle, pouvait encore frapper. Les plaidoiries finales furent des éclats de vérité et de douleur. L'avocat de la famille Morel parla d'un meurtre sacrificiel, d'un homme piégé entre sa cupidité et sa volonté tardive de se racheter. Jacques Morel a été réduit au silence parce qu'il a voulu briser un système. Ce procès n'est pas seulement le sien, il est celui d'une société qui a préféré se taire. Dans la salle, les fils de Morel, graves, serraient les poings. Leur combat de 2 décennies trouvait enfin un écho. La défense, elle, tenta une dernière fois de renvoyer la faute sur la victime, évoquant ses profits douteux et ses liens troubles. Mais personne n'y crut vraiment. Car au fond, tout le monde avait compris. L'homme n'avait pas été tué pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il s'apprêtait à révéler. Quand le verdict fut prononcé, un souffle traversa la salle. 2 des accusés furent condamnés à de lourdes peines. Le 3e, introuvable, fut jugé par contumace.
Mais au-delà des condamnations individuelles, c'était la reconnaissance officielle d'un complot organisé, d'une exécution planifiée. Le meurtre de 1993 n'était plus un mystère insoluble. Il devenait un symbole, gravé dans la mémoire collective comme la preuve que même les crimes les plus soigneusement effacés finissent par rejaillir. Les juges parlèrent de « vérité partielle », reconnaissant que les véritables commanditaires, tapis dans les sphères supérieures, resteraient probablement hors d'atteinte. Cette conclusion incomplète, loin d'apaiser, laissait une cicatrice béante. La justice avait parlé, mais l'ombre continuait de planer. À l'extérieur du tribunal, la pluie tombait comme en ce soir de novembre 1993. Les caméras filmaient les visages graves, les murmures du public, l'écho d'une histoire revenue du passé. Les fils de Morel sortirent tête haute, tenant dans leurs mains une copie de la lettre retrouvée, ce morceau de papier qui avait tout déclenché. Ils déclarèrent simplement « Notre père a enfin été entendu ». Dans ce geste, il n'y avait plus qu'un symbole. C'était la réhabilitation d'une voix qu'on avait voulu étouffer. La preuve qu'un mot écrit pouvait survivre à la mort et changer le cours de l'histoire. Ce procès marqua un tournant. Dans les amphithéâtres de criminologie, dans les séminaires de magistrats, on cite aujourd'hui encore l'affaire Morel, comme l'exemple d'un cold case résolu par un hasard improbable. Mais pour ceux qui avaient vécu l'attente, l'angoisse, les menaces, ce n'était pas un cas d'école, c'était une tragédie humaine. L'image de la valise oubliée, poussiéreuse, contenant une lettre jamais envoyée, resta gravée comme une métaphore obsédante. Elle disait que la vérité, si on tente de la cacher, trouve toujours un refuge, un recoin où survivre jusqu'au jour où elle ressurgit. Et c'est là que résidait la leçon la plus amère. Derrière les chiffres, les contrats, les réseaux d'influence, il y avait un homme, Jacques Morel, avec ses contradictions, ses erreurs et ses failles. Il n'était pas un héros, mais sa mort le transforma en témoin silencieux de la brutalité d'un système. À travers lui, on comprenait que la frontière entre victime et coupable, entre pouvoir et impuissance, est parfois aussi mince qu'un fil de papier jauni. Sa lettre, simple et fragile, avait traversé 2 décennies pour rappeler au monde que l'oubli est une illusion. Dans le silence retombé après le verdict, chacun sentit ce frisson particulier, celui qui naît quand une histoire dépasse le cadre d'un crime pour toucher à l'essence même de la condition humaine. Le meurtre de Jacques Morel ne racontait pas seulement la chute d'un homme, mais la manière dont une société affronte ses fantômes. Et l'image finale, qui reste gravée dans la mémoire collective, est celle d'une valise abandonnée, ouverte dans la poussière d'un grenier, offrant au monde une vérité que la mort avait voulu ensevelir. Une vérité qui, malgré les années, malgré la peur, finit toujours par émerger.